Bonjour, merci de m'avoir invité à votre journée et totalement désolée de devoir intervenir à travers une vidéo avec vous ce matin, mais dans le cadre de la semaine du 17 octobre, donc, qui est organisée dimanche prochain, et de l'importance qu'on accueille à combattre le statu quo habitant, il se fait qu'il y a une multitude d'interventions médiatiques qui ont bousculé complètement l'agenda de ces premiers jours de la semaine. Voilà, mais je ne voulais pas vous faire faux bond et laisser un vide par rapport à l'intervention du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Donc on a trouvé ce moyen technique beaucoup moins convivial, moins sympathique et qui ne me permet pas de vous rencontrer physiquement, mais ma collègue Céline Deville est là pour passer la journée avec vous. Et donc si vous souhaitez échanger avec elle, elle sera évidemment accueillante et réceptive aux échanges que vous aurez envie d'avoir. Voilà, donc dans le cadre de votre journée en lien avec la crise sanitaire, vous m'avez demandé d'intervenir sur l'impact de la crise sanitaire sur les populations les plus précaires et sur la pauvreté en Wallonie. Alors en effet, c'est vrai que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté a été et est toujours aujourd'hui impliqué fortement par rapport à la crise sanitaire en relation avec les populations les plus vulnérables de Wallonie, puisque dès le début de la crise, non seulement le réseau a été acteur de terrain, mais aussi a provoqué l'émergence de l'existence d'une task force qui s'est appelée Task Force Urgence Sociale, qui réunissait et qui réunit toujours aujourd'hui tous les cabinets wallons, de façon à déposer sur la table, avec plusieurs acteurs sociaux, toutes sortes de questions sociales qui se posaient aux populations les plus vulnérables, et ainsi de pouvoir y trouver des réponses. Et puis par ailleurs, la nécessité de répondre à des besoins urgents, non rencontrés sur le terrain par des populations qui ne voyaient plus à qui s'adresser ni comment s'adresser à un service, le réseau wallon est venu en aide au numéro d'urgence sociale, le 17-18 de la région wallonne, qui est un numéro d'urgence, enfin pas d'urgence, qui est un numéro qui existe en permanence à la région wallonne et qui permet aux citoyens de se renseigner habituellement sur n'importe quelle politique publique menée par la région wallonne. Et on a négocié qu'il soit ouvert à la notion d'urgence sociale. Et donc encore aujourd'hui, il y a des personnes au sein de l'équipe du réseau wallon de lutte contre la pauvreté qui prennent en charge des situations lourdes d'urgence sociale qui arrivent au 17-18 de la région wallonne pour alors finalement travailler à la reconnexion avec des services, des institutions, des associations, dans le but de réduire le non-recours aux droits et d'arriver à garantir des droits aux personnes. Les situations qui arrivent via le 17-18 et qui sont consécutives notamment à la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui elles sont consécutives à la crise sanitaire et puis aussi aux inondations, et puis elles sont aussi consécutives aujourd'hui à la dématérialisation, la numérisation et le problème du travail en distanciel. Ce sont des situations toujours lourdes qui sont liées souvent à des problèmes de logement très importants, à des problèmes d'expulsion, à des problèmes de non-inscription dans aucun droit, à des problèmes de santé majeurs, mais pour lesquels les personnes ne trouvent plus le chemin, ou n'ont pas le chemin, ne sont pas reliées à un médecin de première ligne, à une maison médicale, etc. Ça peut être des problèmes liés à la scolarité, liés à la difficulté d'arriver à entrer en contact avec des administrations que peuvent être le Forum, des institutions comme les CPS, mais même les mutuelles, etc. Puisque, on le sait, la crise du Covid a accéléré une dématérialisation dont, en tout cas, au réseau wallon, on espère qu'il y aura un ralentisseur mis sur cette réalité-là. Voilà, alors par rapport à la crise sanitaire, beaucoup à dire par rapport aux populations les plus vulnérables. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, après cette espèce d'état de sidération, d'entendre que le pays s'arrêtait, il y a eu variablement un état de panique, suivant les conditions d'existence initiales des personnes, évidemment. Tout le monde n'est pas à égalité en face de cette manière d'avoir été contraint de
traverser la crise, tout le monde n'était pas à égalité face à la compréhension de la maladie, face à la maladie, face à la capacité de respecter les mesures de protection prises pour empêcher que la maladie contamine les gens autour de soi. Donc on n'est pas nécessairement dans les bonnes conditions de logement pour pouvoir le faire, on n'est pas nécessairement dans des conditions financières, d'organisation familiale, etc. Et cette crise, elle est tombée sur la tête des gens dans la réalité des problèmes qu'ils vivaient déjà auparavant. Si les personnes avaient des problèmes de logement, des problèmes de revenus, des conflits familiaux, vivent trop nombreux à l'intérieur d'un logement parce qu'ils n'en ont pas le choix, ou au contraire sont totalement isolés, etc., la crise sanitaire est tombée là-dessus et dans un certain nombre de situations a renforcé les difficultés à rencontrer. Alors nous on a rencontré par le 17-18 sur le terrain, à travers les témoins du vécu militant, en croisant avec d'autres acteurs sociaux, autant des travailleurs en difficulté dans le cadre de cette crise sanitaire, parce que pour une série de travailleurs, le travail s'est arrêté. Alors heureusement, il y a eu le chômage temporaire qui a permis à toute une partie des travailleurs de ne pas être sans ressources du tout, mais malgré tout, même ce chômage temporaire, suivant le salaire de départ dont bénéficiaient les personnes, même en l'ayant boosté un peu, en le consolidant un peu, et même en ayant supprimé l'application du statut cohabitant, ce qui là a été une première victoire pour nous de suppression momentanée, mais enfin voilà, c'est la preuve qu'on peut le faire. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec évidemment des beaucoup trop faibles revenus pour vivre, alors qu'ils avaient un chômage temporaire. On le sait, le travail à temps partiel appauvrit terriblement, donc des tas de gens à temps partiel ont été frappés par ça. Mais il y a aussi des travailleurs qui n'ont pas vu compenser la part du revenu qu'ils ont perdu lorsque par exemple des travailleurs ou chômeurs ou des personnes dans d'autres statuts, c'est un peu variable, mais soit on faisait des heures en plus, parfois en noir pour être dans la débrouille, soit des personnes avaient des heures à ailer en étant chômeurs ou bénéficiaires du RIS, etc. Tout ça n'a pas été compensé, et si on pense évidemment particulièrement aux personnes sans papier, dont le revenu du travail est souvent une exploitation par le travail, mais qui leur fait une somme d'argent pour vivre quand même, eux, ils ont une perte nette sur cet arrêt du travail immédiat, donc catastrophe. Mais si on pense aussi aux personnes qui travaillent dans les métiers de la prostitution, on a vu les débats que ça a engendré, et donc des personnes qui sont restées très longtemps avec plus de ressources du tout, ou bien en devant prendre le risque, j'ai envie de dire, de frauder, de se mettre en danger pour pouvoir quand même manger, pour ne prendre que ces personnes-là qui ont été mises dans de grandes difficultés. Puis on a rencontré aussi des indépendants, et on en rencontre encore. Alors même s'il y a eu des aides vers les indépendants et que probablement il y a aussi eu un certain nombre d'effets d'aubaine, il y a aussi les petits indépendants qui déjà tiraient le diable par la queue avant la crise sanitaire, des indépendants en personnes physiques qui ont vu s'effondrer leur outil de travail. On a dû aider des gens à oser se rendre vers le CPS, mais c'est pas seulement oser en termes de connaissances, c'est dépasser tout ce que ça veut dire pour soi quand on est indépendant, de dire mais je constitue mon revenu par moi-même, je ne souhaite pas aller demander de l'aide et pourtant il faut que j'y aille. On a vu des indépendants devoir aller chercher, et il y en a encore aujourd'hui, de l'aide alimentaire, des colis alimentaires, etc. Donc même dans la sphère du travail, où il y a pour autant eu beaucoup de protection, il y a un appauvrissement réel dans une partie des familles. Un autre élément, c'est que la vie à la maison, elle a été variablement coûteuse pour une partie de la population qui gagne correctement sa vie, qui était correctement logée, etc., même si éventuellement travailler à la maison a entraîné quelques dépenses de plus, les dépenses de plus étaient largement inférieures à l'épargne possible tous les mois compte tenu de ce dont on était privé, ne pas aller au restaurant, ne pas aller au cinéma, ne pas acheter un bouquin, etc., etc. Et donc des gens ont pu nettement épargner, on le sait d'ailleurs, le volume de l'épargne est gigantesque aujourd'hui, alors pas que dû à la crise sanitaire, mais largement renforcé aussi par la crise sanitaire. A contrario,
suivant qu'on soit mal logé dans un petit logement, qui soit très sombre, où il y ait peut-être de l'humidité, qui soit orienté au nord, avec un rocher derrière et une grande route devant, ou qui soit plus ou moins isolé, et bien là, la vie pouvait coûter nettement plus cher si on était mis en condition de télétravail, parce que là, il fallait allumer beaucoup plus les lampes, éventuellement davantage de chauffage. Il a fait beau à certaines parties du confinement, mais il a aussi fait froid à d'autres parties du confinement. Il a peut-être fallu s'équiper en matériel informatique dont on ne disposait pas, outre de devoir apprendre à utiliser, éventuellement équiper des enfants qui n'étaient pas équipés. J'ai envie de dire qu'avant la crise en matière d'informatique, tout le monde disait toujours les pauvres, ils surconsomment du GSM, des ordinateurs, de la technologie, etc. Et puis voilà qu'on se rend compte pendant la crise, bizarrement, qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas ce qu'il faut, qui ont un GSM pour plusieurs, ou un ordinateur pour la famille quand il y en a un, etc., qui habitent dans des zones où c'est compliqué d'avoir du réseau, comment est-ce qu'on complète tout ce matériel-là, etc. On a vu des écoles qui exigeaient de photocopier, par exemple, les documents, etc., avec des parents qui n'en sortaient pas à payer des cartouches d'encre et qui ont abandonné. On ne savait pas se déplacer pour aller ailleurs, etc., etc. Donc, pour une partie des gens, et notamment les plus vulnérables, il y a vraiment eu des dépenses supplémentaires. Alors, pour peu qu'on soit une famille avec un ou plusieurs enfants, c'est clair que moi j'ai vu des gens qui disaient « mais Christine, on n'en sort plus en termes d'alimentation, des ados qui restent à la maison toute la journée, ils ouvrent le frigo plusieurs fois sur la journée, ce qu'ils ne font pas quand ils vont à l'école de la même façon ». Je pense d'ailleurs que tout le monde sait que grignoter plus lorsqu'on reste longtemps à la maison a été un fait assez général, mais aussi on tire la chasse toute la journée à la maison, donc plus de consommation d'eau, plus de consommation de chauffage, d'énergie, éventuellement alimentaire. Et puis on a vu les prix grimper aussi dans les grands magasins, puisqu'au début des gens se sont précipités pour faire des réserves, mais celui qui fait des réserves, c'est celui qui s'est préfinancé. Celui qui a des revenus tout juste, il ne sait pas faire de réserve. Donc il s'est retrouvé à devoir aller acheter au prix plein parce que les produits moins chers, les produits blancs étaient partis en masse. Et puis il y a eu une véritable augmentation des prix pendant cette crise sanitaire. Donc nous, on a beaucoup de ménages qui ont crié au secours par rapport à ça, qui sont évidemment aussi allés se faire aider dans les CPS, aller chercher des colis alimentaires, etc. Donc voilà, alors on pourrait parler des étudiants qui ont été en grande difficulté lorsqu'ils étaient des étudiants pauvres et donc ils perdaient éventuellement leur travail. Alors au réseau wallon, on n'est pas spécialement favorable au travail d'étudiants. On trouve que le système devrait être organisé de telle façon que les étudiants n'aient pas à travailler pour faire leurs études. Enfin là, dans les faits actuels, c'est pas la réalité. Il y en a qui sont obligés de travailler. Eh bien, ils ont parfois perdu leur emploi. D'autres en ont parfois trouvé, puisque dans les grandes surfaces, par exemple, il a fallu plus de personnel. Mais on le sait, même dans le travail d'étudiants, il y a une concurrence à l'intérieur des étudiants et les jeunes des familles particulièrement vulnérables trouvent moins facilement que les autres, puisqu'on sait que dans le travail d'étudiant, c'est souvent par relation familiale, par apparentement, etc., qu'on trouve plus facilement. On a vu aussi, nous, assez bien de personnes âgées, seules, chez elles, en difficulté. Je ne parlerai pas ici des maisons de repos, qui est un sujet à part entière. Je crois d'ailleurs que quelqu'un dans la journée va en parler, je ne me souviens plus bien. Mais je parlerai, nous, des personnes âgées seules, isolées, des personnes handicapées, seules, isolées, ou des personnes parfois dans une grande désaffiliation sociale, seules et isolées, avec un toit. Là, je parle de personnes qui sont sous un toit. Le fait que beaucoup de services, dans un moment de flottement comme ça, soient plus ou moins mis à l'arrêt et puis se réorganisent autrement, mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup de services maintenant qui se sont éloignés des gens physiquement, géographiquement, etc., a amené à devoir résoudre du contact direct à domicile, aller faire des courses, aider à remplacer une machine à lessiver qui était foutue et avec pas de famille pour aider, etc. Donc on a vu aussi apparaître ce qui préexistait, la détresse des gens seuls, beaucoup plus isolés, qui n'ont plus nécessairement des relais familiaux, parentaux, amicaux autour d'eux, parfois des personnes qui étaient dans des tensions conflictuelles fortes, mais que la crise n'a pas éliminé évidemment et que la crise a renforcé.
Et puis, on s'est trouvé aussi en face des personnes mal logées, évidemment. Alors depuis, les mal logés sous un toit, une surpopulation, ou bien on était momentanément à plusieurs dans une maison avant d'attendre une solution, puis le confinement est arrivé, ou au contraire des séparations qui n'étaient pas encore abouties, donc des gens qui ont été contraints de vivre à l'intérieur de la même maison. On le sait, hein, tout ça a entraîné une augmentation notamment, et pas que, mais de la violence par exemple, hein, ou bien parfois des couples qui ont craqué alors que s'ils avaient été dans un cheminement de soutien, etc., ça ne serait peut-être pas arrivé. Tout ça a existé. Et puis évidemment, toutes les personnes sans logement, les personnes sans abri qu'on a pu rencontrer, les migrants en transit, les personnes sans papier que j'évoquais déjà tout à l'heure. Là, tout à coup, j'ai envie de dire, il y a eu un peu une révélation d'un certain nombre de pouvoirs publics et de services publics à se dire, ah mon Dieu, où sont les sans-abri, où sont les sans-papiers, où sont les migrants en transit? Ils pourraient colporter la maladie ou l'attraper eux-mêmes, il faut qu'on les localise, etc. Et pendant des semaines et des mois, il y a eu de l'énergie déployée à essayer de mettre en place des solutions, avec bonheur et avec malheur parfois sur les solutions proposées. Et tout ça, pas parce qu'il y avait de la mauvaise volonté à ce moment-là, mais parce que le fait de ne pas bien connaître la réalité avant et de ne pas avoir cherché à résoudre structurellement les questions de sans-abrisme, de migration auparavant, là on était devant le problème brûlant en une fois, quoi. Et donc pas mal de choses ont été mises en place par rapport à ça. Et puis, et je n'en parlerai pas longtemps parce que je pense que Bernard DeVos va en parler, mais il y a tous les enfants, les jeunes, et puis aussi les parents et les enfants ou jeunes, en relation avec le secteur de l'aide à la jeunesse, donc en placement de l'aide à la jeunesse, donc où a-t-on fait le confinement, l'enfant dans la famille, dans l'institution, en ne pouvant plus voir, etc., avec tous les éléments plus complexes que ça entraînait. Alors, on pourrait se dire, tout ça a été dramatique et n'a conduit qu'à de l'appauvrissement, à des difficultés, etc. Mais je dirais que oui, en partie, ça conduit à de l'appauvrissement, à de la désaffiliation sociale, à de la perte de confiance, notamment la perte de confiance due au fait que les gens n'ont pas senti que l'autorité politique s'adressait à eux, et s'adressait à tout le monde, et à la diversité des populations, et à la diversité des conditions socio-économiques d'existence. Pendant des mois, c'est vrai que nos gouvernements, notamment par la voie fédérale, s'adressait de façon un peu uniforme à la famille, 2 enfants, 2 adultes, dans une maison 4 façades avec un jardin, ou bien un grand appartement spacieux avec l'équipement numérique, etc. Alors qu'on sait que la composition de notre société, notamment la monoparentalité, etc., était bien plus complexe que ça. Je pourrais parler aussi des détenus, des personnes en prison. À quel moment a-t-on pris en compte véritablement leur réalité, la relation aux familles, les tensions que ça a entraîné, le fait de ne pas pouvoir se voir, et évidemment la difficulté du personnel dans des institutions comme celle-là. Tout ça a été complexe. Maintenant, on doit aussi dire, parce que ça nous a été dit et on l'a pu le constater sur le terrain, qu'une série de démarches qui ont été faites de façon, j'ai envie de dire, à assouplir certains fonctionnements institutionnels dans notre société, certains fonctionnements pour accéder à l'aide sociale, c'est-à-dire il y a eu des assouplissements pour un certain nombre de choses, on conduit aussi parfois des jeunes, des familles à dire, pour partie ça a été une respiration pour nous. Pour partie, on n'a pas eu la multitude des services sociaux avec les rendez-vous, le contrôle, la justification, etc. Pour partie, ça a été une respiration. Alors entendons-nous, tant mieux lorsque ça a été le cas, et tant mieux lorsque ça a été bien vécu. Maintenant, il y a aussi la réalité que dans ce pour partie, ça a été un assouplissement, il y a eu moins de contrôle, etc. Aujourd'hui, il y a aussi des familles qui ont disparu un peu des radars, des jeunes qui ont disparu des radars, etc. Et parfois une difficulté de reconnexion. Et donc,
J'ai envie de dire qu'on doit autant se questionner sur le fonctionnement des services pour se dire qu'est-ce qui fait que ça peut faire du bien quand ça s'arrête, mais il faut aussi se questionner sur le fonctionnement des services pour se dire qu'est-ce qui fait que on ne sait plus où sont les gens aujourd'hui nécessairement et on n'a pas encore reconnecté avec, ou les gens n'ont pas encore souhaité reconnecter avec les éléments qui peuvent être positifs mais qui peuvent être aussi dramatiques de cet éloignement ou de cette perte de connexion. On a vraiment entendu très fort ça dans les services à un moment donné, hein, c'est de se dire il y a une sorte d'apaisement mais en même temps on ne sait plus où sont les gens et on ne sait pas quand ils vont revenir. Donc voilà, alors ce qu'on a vu quand même aussi pendant toute cette période, parce que je pense qu'il faut aussi en voir les facettes positives, c'est que même si j'ai envie de dire un certain nombre d'acteurs dont nous avons eu l'impression de ne pas toujours être entendus par l'autorité publique, parfois de ne pas l'être du tout sur certains aspects, notamment le rapport à la maladie, le rapport à la vaccination, le rapport aux sanctions, hein, etc. Il y a une injustice, je veux dire, dans l'application des sanctions. C'est très clair que si on vit dans des tours à Bruxelles et qu'on n'a aucun endroit de respiration, c'est évident que les jeunes avaient davantage besoin de se retrouver à l'extérieur, avec masque, sans masque, en transgressant plus ou moins les règles, et que c'est dramatique de leur être tombé dessus violemment, puisque par comparaison, d'autres avaient tout le confort de pouvoir aller se promener dans les bois, plusieurs jeunes, etc. etc. Donc il y a eu beaucoup dans le fait de normaliser et d'aller davantage à la sanction plutôt qu'au contact de proximité, à la sensibilisation de proximité, tout ça, il y a évidemment eu de l'inégalité de traitement préjudiciable. Ça a d'ailleurs des conséquences aujourd'hui sur la vision de la démocratie par une série d'acteurs et une confusion forte qui conduit parfois, je veux dire, à des orientations qui ne sont pas souhaitables, entre le fait de dire ce n'est fait que pour nous fliquer, et en partie, en effet, ça a augmenté le flicage, en effet, et donc avec toutes les conséquences en cascade qui sont extrêmement préoccupantes aujourd'hui pour notre démocratie. Il n'y a pas que le confinement qui produit ça, mais le confinement a ajouté fortement des éléments dans ce sens-là. Alors si on devait se dire, tiens, qu'est-ce que ça a révélé, cette crise sanitaire, dans le fond, par rapport à ces gens plus vulnérables, et à la positive, mais qu'est-ce qu'il faudrait en retenir et en faire? C'est d'abord, il y a quand même pas mal d'acteurs de terrain qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont inventé, qui ont collaboré avec des acteurs avec lesquels ils ne collaboraient pas avant sur un territoire, pour créer des espaces de rencontre, pour prendre des initiatives avec des jeunes, avec des familles, avec des personnes âgées, etc. Il y a des acteurs qui ont développé, j'ai envie de dire, des pratiques sociales qu'ils ne mettaient pas en œuvre avant, et à travers lesquels ils découvraient quelque chose de plus souple, de plus satisfaisant, etc., que la manière dont ils fonctionnaient auparavant. J'ai entendu des acteurs de la santé mentale, par exemple, dire ça, tiens, j'ai trouvé une manière de rencontrer les personnes qui ont besoin de mon service, en quelque sorte, d'une relation avec moi, dans un autre cadre que dans un bureau, d'y aller proactivement, dans le fond, ne pas attendre la demande explicite, mais se rendre compte qu'il y a une demande implicite, etc., etc. Et on a vu ça dans les secteurs de la jeunesse, dans les secteurs de la santé mentale, dans les secteurs de l'aide directe, dans les CPS, dans l'assouplissement des règles du contrôle, les reconductions automatiques de droit, etc. Et là, il y a des éléments intéressants et pertinents à garder pour se dire c'est des manières de travailler qui sont autres, qui nourrissent différemment le travail et qui peuvent être davantage en faveur des populations plus vulnérables, davantage à leur écoute, etc. Donc je dirais qu'il y a eu une confrontation entre tout ce qui n'allait pas et ce qui a été tenté, innové et inventé. Et je pense qu'on doit s'arc-bouter là-dessus pour avancer. Alors évidemment, il y a des grosses questions cruciales à régler. Il y a la question du numérique. Du tout à l'informatique et surtout du travail en distanciel, donc sur rendez-vous, par mail, etc. Là, moi, une grosse crainte que j'ai par rapport aux personnes les plus précarisées, les plus vulnérables, en désaffiliation sociale, en perte de confiance avec la société, etc., c'est qu'on intensifie cette numérisation, qu'on intensifie le travail en distanciel, sur rendez-vous, à travers des mails, etc. Là, ça m'inquiète parce que j'entends qu'il y a du débat
tant dans les secteurs de la santé que dans les secteurs de l'éducation permanente, que dans les secteurs de la formation, que même dans les CPS, où on imagine pouvoir garder en effet du distanciel avec les populations, etc., du travail sur rendez-vous, du travail par mail, du travail en visio, etc. Ça nous inquiète terriblement au réseau wallon de lutte contre la pauvreté parce qu'on ne pense pas que c'est le bon chemin. Alors on ne dit pas du tout que tous ces outils-là sont nuisibles et qu'il n'y en a pas besoin, mais on ne pense vraiment pas que c'est le bon chemin pour pouvoir être en relation avec les populations les plus vulnérables, et il faut combattre absolument pour l'inverse. Rappelons-nous qu'avant la crise du coronavirus, on disait déjà qu'il manquait de services d'accueil inconditionnel, que les gens puissent arriver au moment où ils sont en crise, au moment où ça leur convient, frapper à la porte, être reçus, être écoutés, etc. On débattait déjà de ça. Des gens expérimentaient ce genre de choses-là. Il y a des services qui initiaient un projet pilote ou expérimental dans ce sens-là. Donc en rien, il ne faudrait que la crise fasse oublier tout ça et qu'on en arrive à ce que finalement la temporalité des gens devienne celle qui correspond à l'agenda des professionnels, à leur boîte mail et au jour où on est dans les bureaux. Alors je sais qu'il faut évoluer sur le rapport au travail du point de vue du réseau. Parlons plutôt du 4/5e temps, avec un salaire correct et des embauches compensatoires, et on verra moins de gens, je pense, qui auront envie de faire du travail à domicile et en distanciel. Un autre élément qui est apparu très très fort, c'est l'accès à la santé de première ligne. On a très tôt nous dit aux autorités publiques, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin généraliste, qui ne sont pas reliés à une maison médicale, qui ne se soignent plus, qui reportent les soins parce que les moyens n'y sont pas, et donc on a perdu l'habitude, on ne connaît plus, on ne va pas vers, etc. On a été peu entendu, j'ai envie de dire au début par rapport à ça, et puis aujourd'hui on est obligé de le constater, que c'est une réalité. Eh bien, cette crise nous dit il faut absolument renforcer le travail de santé de première ligne, le booster, l'organiser pour que les gens soient en confiance, relier les gens à la santé, etc. Et donc mettre en œuvre toutes les recommandations qui ont trait à réduire le non-recours au droit à la santé, évidemment, dans l'intérêt de tout le monde. On a vu apparaître tous les problèmes connus de nous, mais qui ont été mis sur la table, sans-abrisme, migrants en transit, sans-papiers, etc., etc. Prostitution, si on laisse retomber tout ce qui a été révélé pendant cette crise, parce qu'il a bien fallu tenter d'agir, même si c'était trop tard, même si c'était partiel, même si c'était pas au bon moment, même si, etc., il n'empêche que ça a été mis sur la table. Comment va-t-on faire pour que ça ne retombe pas en bas de la table et puis qu'on oublie progressivement, oui, il y a des sans-abri, oui, il y a des personnes prostituées dans de mauvaises conditions, oui, il y a des migrants en transit, etc. Donc, je pense que cette crise, elle a été révélatrice de ce qu'il faut garder sur la table et imposer, je veux dire à toutes les autorités, mais les corps intermédiaires, de ne pas ranger au placard, mais imposer que ça reste visible et actif. On a vu les gens mal logés, la crise du logement, alors évidemment elle est plus en Wallonie aujourd'hui avec la crise des inondations, qui démontre aussi qu'il y a toute une série de problèmes en amont qui n'avaient pas été gérés, mais il y a aussi le mal logement en ville évidemment, et puis on a vu les espaces verts qui manquent, la verdurisation, etc. etc. On a vu aussi comment le vieillissement devait être pris en compte différemment dans nos sociétés, que ce soit dans les institutions, que ce soit hors institution, et on pourrait encore citer beaucoup de choses, mais je pense qu'il faudra que je laisse la parole aux autres aussi dans ce débat, et puis écouter une capsule, peut-être que c'est un peu plus fatigant que d'avoir la personne en face de soi et d'en sentir les réactions. Mais voilà, et puis je voudrais juste énumérer une série de sujets autres encore qu'il faudrait régler, que cette crise a révélé. Évidemment, toute l'aide alimentaire. Comment se fait-il que les gens n'aient pas des revenus aujourd'hui pour pouvoir aller acheter à manger correctement? Ça a été intensifié par la crise du Covid, je ne vais pas en parler plus parce que je sais que quelqu'un va en parler. Mais il y a toute une série de choses à régler aussi sur les statuts des gens.
Les statuts en termes de travail, mais les statuts dans la sécurité sociale et le lien à leurs revenus, puisqu'on a vu que c'était un élément qui posait problème dans l'appauvrissement également. Et puis alors, évidemment, la monoparentalité, on n'en parlera jamais assez, du fait de devoir soutenir davantage. Alors derrière tout ça, il y a eu tout le champ, et il y a toujours tout le champ de la santé mentale. Comment soutient-on au niveau de la santé mentale? Mais j'ai envie de dire par rapport à ça que nous, on a toujours plaidé, bon Dieu, si on met les gens dans de meilleures conditions d'existence socio-économiques, de meilleures conditions d'existence de logement, de meilleures considérations dans le regard qui est porté sur eux par l'autorité publique et la société, on n'a peut-être pas besoin de mettre un psy derrière chaque personne. Parce qu'une des choses, nous, qui nous a embarrassés au niveau de la santé mentale, c'est non pas qu'on la renforce, on savait qu'il fallait la renforcer, mais c'est qu'on ait l'air de dire que dès lors qu'on va coller un psychologue pour quelques heures de consultation à quelqu'un, ça devrait aller mieux. Non. Si demain l'école ne réussit pas avec tout le monde, si demain le logement n'est pas amélioré, si demain il n'y a pas moins de sans-abri, si demain les familles monoparentales ne sont pas soutenues, etc., évidemment que ça n'ira pas. Mais si on agit sur l'accès aux droits, on réduit évidemment l'angoisse, le stress, la peur, les difficultés, etc. Et donc le fait de retourner ça contre soi, et donc d'être en effet en difficulté. Donc la crise sanitaire a montré ça aussi. Et donc moi je dirais en conclusion, il n'y a évidemment pas moins de pauvreté après la crise sanitaire qu'avant la crise sanitaire. Il y en a plus, c'est pas que moi qui le dis, c'est le bureau du plan qui le dit, c'est les chiffres qui le disent, qu'il y a un appauvrissement et que l'appauvrissement dû à la crise, il est particulièrement dans les revenus les plus bas, donc chez les gens qui étaient les plus vulnérables, puisque d'autres ont vraiment épargné, et il y a des gagnants de la crise, mais il y a des perdants de la crise. Donc que va-t-on faire avec ça? Il y a une série de réponses qui sont apparues pendant cette crise, il ne faut pas les laisser tomber en bas de la table, et en tout cas c'est le souhait du réseau, et c'est ce à quoi nous continuons à nous employer avec vous et avec plein d'autres. Voilà, je vous laisse avec ça, frustrée de ne pas pouvoir en débattre avec vous, et j'en suis désolée, mais bonne suite de travail, et je vous espère à tous une journée fructueuse, et je serai curieuse de ce que Céline viendra nous rapporter au réseau. Bonne journée.